Bonjour à tous et bienvenue, ou re-bienvenue à l'InnoCoDay pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Alors, l'InnoCoDay à la base, c'est quoi? C'est, une journée où tous les consultants Innoco se retrouvent au siège, pour partager leurs connaissances et animer, entre eux, des, conférences. Donc, pour la première fois pour cette 5e édition, on a décidé d'ouvrir les portes à un public externe, et je vais laisser la main à Kevin qui va présenter, une présentation, sur, les algorithmes de recommandation avec, Python. Merci Camille. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième présentation pour l'InnoCoDay. Donc, déjà, un grand bravo à Lisa pour sa conférence, super intéressant et super d'actualité, donc bravo. Moi, de mon côté, je me présente, je suis Kevin Zeng, je suis consultant développeur full stack et notamment, je fais du Python. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui qui touche un petit peu tout le monde aujourd'hui. Donc, ce sont les algorithmes de recommandation. Donc, par le biais de la présentation, vous allez comprendre comment le concept théorique des algorithmes fonctionne et comment on peut l'implémenter facilement en Python. Donc, sans plus attendre, la présentation va s'articuler sur 5 points. Donc, l'introduction, où je vais vous mettre un petit peu dans le contexte, pourquoi ça a été créé, par qui, c'est utilisé par qui. Ensuite, je vais présenter les 2 types d'algorithmes de recommandation qui sont beaucoup utilisés, donc le filtrage basé sur le contenu et le filtrage collaboratif. Ensuite, je vais enchaîner sur l'implémentation en Python de l'algorithme du filtrage collaboratif. Enfin, je vais terminer par la conclusion. Donc déjà, c'est quoi exactement un algorithme de recommandation? Donc, on parle aussi de système de recommandation. Donc, c'est une forme de filtrage de l'information qui vise à présenter des éléments d'information qui sont susceptibles d'intéresser l'utilisateur. Donc, on y est confronté quasiment tous les jours sur les plateformes de streaming comme Netflix, où on va nous proposer des films et des séries en fonction de ce qu'on a vu par le passé. Évidemment, sur les plateformes de e-commerce comme Amazon, on va se voir proposer des livres, par exemple, de clients qui ont déjà acheté le livre et qui ont acheté d'autres bouquins. Pareil pour Spotify qui va nous présenter toutes les semaines une playlist personnalisée. Donc, il y a énormément d'exemples dans divers secteurs. Donc, dans LinkedIn aussi, il va vous recommander les emplois qui sont faits pour vous. Évidemment, dans les réseaux sociaux, tous les fils d'actualité sont personnalisés en fonction des préférences. Et tout ça, ça a un but. Donc, le but primaire derrière tout ça, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur de ces plateformes-là. Évidemment, il y a aussi des buts financiers, commerciaux derrière, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, on peut se poser la question de pourquoi ça existe aussi les systèmes de recommandation. Donc, avant justement l'ère d'Internet, il y en a toujours aujourd'hui des librairies, par exemple, donc des magasins physiques qui vendent justement des articles physiques. Il y a un inventaire limité qui sont possibles d'acheter dans les librairies. Et si on veut un conseil, on peut demander au libraire si jamais il peut nous proposer des livres d'un genre qu'on aime bien. Aujourd'hui, avec les sites de e-commerce, ça va être plus compliqué. On n'a pas le petit libraire qui va nous proposer justement des livres. Et il y a un inventaire quasiment illimité. Donc, il y a des milliers d'articles qui sont ajoutés chaque jour. Donc, ça va être très compliqué de s'y retrouver dans tout ça. Et c'est là où se placent justement les systèmes de recommandation sur ces plateformes. Donc, un petit peu d'histoire. Donc, juste en 92, on a les premiers systèmes de recommandation avec Tapestry qui introduit le filtrage collaboratif. 2 ans après, en 94, il y a le labo de recherche GroupLens qui fait partie d'universités aux États-Unis qui ont introduit le filtrage collaboratif automatisé. En 2003, c'est Amazon qui met en œuvre son propre filtrage basé sur les items. Très intéressant, en 2006, il y a Netflix, déjà à ce moment-là, qui ont ouvert un concours à $1 million pour une équipe qui ferait le meilleur algorithme de recommandation.
Et enfin, depuis justement les années 2017, on a toutes justement les modèles d'intelligence artificielle avec le deep learning, les réseaux neuronaux, qui rentrent aussi en jeu dans le domaine des systèmes de recommandation. Donc moi, dans ma présentation, je ne vais pas justement rentrer dans le détail de l'intelligence artificielle. C'est beaucoup trop dense et là, c'est plutôt pour rentrer dans le sujet et comprendre le concept. Donc, pour le premier type d'algorithme que je vais vous présenter, c'est le filtrage basé sur le contenu. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça va être un type d'algorithme qui va recommander des items à partir de leurs caractéristiques et des préférences de l'utilisateur. Donc, par exemple, si vous aimez des films d'action, de science-fiction, l'algorithme va vous suggérer des films du même genre. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Il y aura une première étape d'extraction des caractéristiques importantes. Par exemple, là, on a pris l'exemple de films, donc le genre, les acteurs, le réalisateur, l'année de sortie. Donc, on va essayer d'extraire toutes les caractéristiques importantes de chaque film. Ensuite, en parallèle, on va construire les préférences de l'utilisateur. Donc, en fonction de ce qu'il a déjà regardé, ce qu'il a apprécié. Et avec justement ces deux choses-là, on va pouvoir comparer le profil aux caractéristiques des différents items pour recommander ceux qui sont similaires à ses préférences. Donc, il y a plusieurs méthodes justement pour extraire les caractéristiques importantes d'un document. Donc, par exemple, d'un film, on a la méthode TF-IDF qui est beaucoup utilisée justement dans ce type d'algorithme. Donc, en fait, c'est un score qui va être décomposé en deux scores qui vont être complémentaires. Donc, le score TF qui va mesurer la fréquence d'un mot dans un document et le score IDF qui va, lui, mesurer la rareté d'un mot dans tout le corpus en entier. Donc, pour la formule mathématique du score TF, donc c'est une fréquence, donc c'est le nombre d'occurrences du mot sur le nombre total du mot dans le document. Par exemple, le score TF du mot action pour un film où il y a 10 mots dans sa fiche, et s'il y a trois fois le mot action dans ces 10 mots-là, on a un score TF de 0,3. Pour le score IDF, il va être calculé avec du coup le logarithme du nombre total de documents sur le nombre de documents contenant le mot. Donc par exemple, pour toujours le mot action, s'il y a un total de documents de 50, et sur ces 50, il y en a 7 où il y a le mot action, on aura un score IDF de 0,85. Donc pour calculer ensuite la valeur finale du score TF-IDF, on va juste multiplier les deux valeurs, ce qui va nous donner 0,255. Donc c'est deux scores qui vont être complémentaires, un qui va mesurer l'importance d'un mot au niveau du document et un autre qui va mesurer l'importance, le côté discriminatoire du mot dans tous les documents. Donc pour l'application de cette méthode de ce score-là, on va du coup pouvoir identifier les mots les plus représentatifs d'un item, d'un film, pour évaluer sa similarité avec le profil utilisateur. Donc là, par exemple, pour un film d'action et d'aventure, on va avoir un score TF-IDF assez haut. Et si un utilisateur possède dans ses préférences ce genre de film, il va se voir proposer l'item en question. Donc évidemment, il y a des avantages, mais aussi des limites pour ce type d'algorithme. Donc pour les avantages, on n'a pas besoin de données sur les autres utilisateurs. Donc c'est vraiment l'utilisateur, lui, qui a ses préférences et par rapport aux caractéristiques des items, on va se voir proposer des films, des séries. Comme avantage aussi, il est capable de recommander à des utilisateurs au goût unique. Également capable de recommander des items nouveaux et populaires. Et il fournit des explications pour les items recommandés. Pour ce qui est des limites, justement, c'est quand même assez compliqué de trouver les bonnes caractéristiques donc d'un document. Parfois, c'est pas vraiment c'est pas totalement précis ces scores-là. Donc, il y a une limite à ce niveau-là.
Et bien sûr, le plus important, c'est un manque de diversité dans les recommandations. Donc, il ne va pas recommander des items en dehors du profil existant. Donc, si jamais il est catalogué comme une personne qui aime que les films de science-fiction, par exemple, on ne va pas lui proposer d'autres films alors qu'il pourrait potentiellement apprécier. Donc justement, là, il y a des limites pour ce type de filtrage, mais ce qui est bien, c'est qu'il peut être justement couplé avec un autre type de filtrage qui sera complémentaire, c'est le filtrage collaboratif. Donc le filtrage collaboratif, lui, va pouvoir recommander des items toujours en se basant sur les interactions et préférences d'utilisateurs similaires. Donc le mot similaire, c'est vraiment très important sur cette partie-là. On va voir justement par la suite en plus en détail. Pour ce qui est des interactions, ça peut être du coup des clics, des évaluations, des notes sur n'importe quelle plateforme. Donc par exemple, si en prenant Alice et Bob qui ont des comportements similaires au niveau de leur évaluation, Bob pourra bénéficier des recommandations basées sur ce qu'Alice aime. Donc pour schématiser, pour comprendre le concept, donc on a dans le filtrage collaboratif un utilisateur actif qui est ici Bob. Et en premier lieu, on va essayer de trouver les utilisateurs similaires à cet utilisateur actif. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche les patterns d'évaluation identiques à l'utilisateur actif. Donc, là, par exemple, le pattern d'évaluation, ils aiment bien les deux mêmes films. Donc derrière, il y aura ce qu'on appelle un score de similarité entre les deux utilisateurs. Et du coup, Bob va se voir proposer un film qu'Alice a bien aimé, qui a bien noté. Donc, c'est comme ça que ça marche, ce type de filtrage. Donc ça se passe en 4 étapes. Donc, on a une première étape de collecte de données. Donc, on va prendre toutes les notes, les préférences des utilisateurs, et on va les collecter dans un même endroit. Ensuite, on va justement calculer la similarité entre les utilisateurs. Donc là, en l'occurrence, entre l'utilisateur actif et tous les autres utilisateurs. Donc là, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. On a du coup la similarité de cosinus, la corrélation de Pearson, qui va permettre de faire ce calcul. Ensuite, avec ça, on va pouvoir prédire les préférences manquantes justement pour les films que n'a pas encore vu l'utilisateur actif. On va pouvoir prédire justement une sorte de note potentielle. Et derrière, il va générer avec la sortie, il va générer des recommandations. Donc comment cet algorithme va marcher? Donc on va juste d'abord, en première étape, placer toutes les notes des utilisateurs sur une matrice. Donc en ligne, on a du coup tous les utilisateurs et en colonne les films. Là, j'ai pris un exemple avec 4 utilisateurs et 5 films. Donc ça s'appelle la matrice de notation des utilisateurs et des films. Là, on peut voir que l'utilisateur actif possède 3 notes pour les 3 films du milieu, mais il y a 2 films qu'il n'a pas encore vus et on va essayer de prédire justement la note potentielle de ces 2 films. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la similarité, donc c'était bien l'étape 2, entre l'utilisateur actif et les autres utilisateurs. Donc pour ça, on va prendre justement les films en commun qu'ils ont vus. Et d'après, comme on a vu tout à l'heure, il y avait plusieurs manières de calculer la similarité. Donc on a ce cosinus, la corrélation de Pearson. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces calculs-là. Donc je vais donner arbitrairement justement ces indices. Donc c'est un indice qui va de 0 à 1. Et plus l'indice est proche de 1, plus les 2 utilisateurs en question ont des patterns de notation identiques. Donc par exemple, pour l'utilisateur actif avec la 3e personne, il a un indice de similarité de 0,7, 0,9 pour la 2e personne et 0,4. Au final, on n'est pas rentré dans le détail, mais c'est assez logique ces indices-là. Dans cet exemple, on peut le voir, par exemple, pour la 2e personne avec l'indice de 0,9. Donc il a noté les 2 films du milieu avec un score de 10 et une note de 6. Et l'utilisateur actif a noté 10 et 7. Donc là, c'est vraiment très proche en termes de pattern d'évaluation.
Donc c'est pour ça qu'on a un indice à 0,9. Pareil, on peut prendre l'exemple du premier, il a vraiment des notes un peu différentes quand même par rapport à l'utilisateur actif, donc ça explique le 0,4. Donc ensuite, l'étape suivante, ça va être de construire la matrice de notation pondérée. Donc on va récupérer la matrice de notation qu'on a vue juste avant et on va juste garder les notes qu'on veut prédire pour l'utilisateur actif. On va multiplier cette matrice-là avec justement les indices de similarité que je vous ai donnés tout à l'heure et ça va nous donner la matrice de notation pondérée. Donc à partir de cette matrice de notation pondérée, on va, dans un premier temps, on va normaliser par les colonnes, donc par les films, les scores. Donc on va additionner chaque score par film. Donc ça va nous créer du coup des groupes d'utilisateurs. Donc par exemple là, on va additionner pour le premier film, ça va nous donner 8,9 et 12,1 pour le deuxième film. Et ensuite, on va justement, vu que ça a été calculé, c'est pondéré, on va devoir diviser pour refaire la moyenne avec les indices de similarité. Donc on va bien prendre les indices de similarité avec les notes qui sont disponibles. Donc on va diviser justement ces deux scores-là par la somme des indices de similarité, ce qui va nous donner justement la matrice de recommandation de l'utilisateur actif, qui est du coup, pour le premier film, 4,4 et pour le deuxième film, 7,5. Donc, on va potentiellement lui proposer le deuxième film et pas le premier. Donc, pour ce type de filtrage, il y a également des limites. Bien sûr, il y a des avantages. On n'a besoin d'aucune expertise métier pour ce type de modèle. Donc, il va apprendre automatiquement des relations entre les données. Donc voilà, on n'a pas besoin d'avoir des caractéristiques, extraire les caractéristiques des différents films, etc. Il est capable de détecter des nuances difficiles à identifier manuellement. Donc, ce que je disais, c'était une des limites du filtrage précédent, c'était d'être diversifié. Là, avec ce type de filtrage, ça va être beaucoup plus précis au niveau des nuances. En limite, on ne peut pas recommander de nouveaux items sans données initiales. Donc ça, c'est le problème de Coldstart. Vu qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est un nouveau film, il n'y a personne qui l'a vu, donc on ne va pas pouvoir le recommander. Et du coup, ça va être un souci si on utilise seulement ce type de filtrage. Donc il est complexe à enrichir avec de nouvelles informations pour améliorer la précision aussi. Donc là, on a vu les deux types de filtrage. On voit à peu près avec le tableau des avantages et des limites qu'ils sont vraiment un peu opposés. Justement, ils se complètent bien. Et justement, c'est un peu la force de ce type d'algorithme, c'est qu'on peut les combiner pour combiner leurs forces et ainsi limiter les limites de chaque algorithme. Maintenant, on va passer à l'implémentation en Python. Donc, comment on va pouvoir le faire assez facilement au final. Donc déjà, pourquoi Python? Ça, c'est la grande question. Alors, c'est un langage qui est simple et lisible, donc qui prend moins un petit peu de détails techniques des langages comme Java, par exemple. Il va plus se concentrer sur l'algorithmie et ça va être plus simple d'utilisation pour tout ça. Il y a un écosystème vraiment très riche pour les algorithmes de recommandation, donc des bibliothèques spécialisées comme Pandas, NumPy, Sklearn, qui sont vraiment faits pour ce genre d'algorithmes. Évidemment, il y a une large communauté de support open source, très, très ouvert, qui vont pouvoir nous répondre à des problématiques si on en rencontre. C'est un langage qui est très polyvalent et qui permet une intégration très facile. Donc ça peut faire de la collecte de données, comme du calcul algorithmique, comme de l'intégration à API. Et évidemment, en exemple concret, on a Amazon, Netflix et Spotify qui ont eu une partie de leur algorithme de recommandation qui est fait en Python. Donc, je vais vous montrer directement le petit projet que j'ai fait pour développer l'algorithme de recommandation. Donc là, je suis parti sur le filtrage collaboratif seulement. Donc au début, on peut voir les imports des librairies NumPy, Pandas et Sklearn.
Ensuite, j'ai utilisé deux datasets publics pour simuler en fait les notations des utilisateurs. Donc pour le premier, donc le dataset ratings, et on a le dataset movies derrière pour retrouver le titre de ces films. Donc en deuxième étape, on va, du coup, comme on a vu tout à l'heure, créer la matrice utilisateur film, la matrice de notation. Donc on va utiliser du coup la librairie Pandas qui fournit en fait un objet data frame qui est vraiment très puissant pour ce genre de manipulation de données. Donc là, en une seule ligne, on peut récupérer via le dataset initial, on peut créer la matrice de notation. Donc on met justement l'index, la colonne et les valeurs qui sont attendues. Ça va nous donner justement cette matrice-là, donc elle est beaucoup plus grande que l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça va être les notes des différents utilisateurs du coup pour chaque ligne sur tous les films du coup sur chaque colonne. Ensuite, en troisième étape, on va calculer la similarité entre les utilisateurs. Donc on va utiliser une méthode qui est déjà fournie par sklearn, donc la similarité de cosinus, cosine similarity. Donc on va lui fournir la matrice de notation en entrée et on va récupérer derrière la matrice de similarité entre les différents utilisateurs. Donc juste pour la ligne 3, on a seté la valeur à 0 pour de la diagonale vu que c'est l'autosimilarité. Donc là, on peut voir la matrice de similarité entre les utilisateurs. Donc on a tous les utilisateurs en ligne et en colonne. Donc on a leur indice qui est fourni. Voilà. Étape 4, on va justement construire la matrice de recommandation avec tout ce qui a été fait avant. Donc on va utiliser la similarité entre les utilisateurs pour pondérer les notes des films. Donc on a la formule plus lisible en commentaire sur la ligne 3. Mais du coup, la ligne 4 va faire ça. Et derrière, on va voir la matrice de recommandation. Ensuite, dernière étape, c'est du coup la fonction de recommandation. Donc, on va fournir en entrée dans la fonction le user ID qu'on veut, à qui on veut fournir des recommandations et la limite de film qui est setée à 10 par défaut. Donc, on va récupérer la matrice de recommandation, on va retirer tous les films qu'il a déjà vus. Et enfin, on va utiliser le dataset qu'on a vu tout à l'heure pour récupérer les titres des films. Et du coup, avec ça, on peut faire un exemple d'utilisation. Donc pour le user ID 1, on peut lui recommander les 10 films. J'ai fait deux autres exemples du coup avec différents users, donc user ID 150 et 415. Donc ça va lui fournir chacun un pool de films personnalisés qui pourraient potentiellement l'aimer. Voilà, donc on a vu ces deux types de filtrage. Ils sont, comme j'ai dit tout à l'heure, complémentaires, donc ils peuvent être utilisés dans un modèle un peu hybride, chacun pour compenser les limites de l'autre. Et du coup, avec ça, on va pouvoir justement être de plus en plus précis dans les recommandations sur les plateformes, toutes les plateformes de e-commerce, de streaming vidéo. Il y a énormément de plateformes maintenant sur Internet qui vont pouvoir faire du système de recommandation. Et on a vu qu'on peut l'implémenter assez facilement en Python, avec toutes les librairies qui existent derrière, toute la communauté qui a développé justement toutes ces librairies-là. Voilà. On peut passer aux questions si vous en avez, bien sûr. Merci pour la présentation. Du coup, pour l'implémentation, c'est la deuxième méthode que tu as présentée. Oui. C'est ça. Okay. Ouais, c'est seulement le filtrage collaboratif. Ok. J'ai pas fait de démo sur le filtrage basé sur le contenu. Ok.
Merci. Bonjour Kevin. Bonjour. J'ai une question par rapport au nombre d'utilisateurs. Ouais. Est-ce que si on devait faire un use case, quel serait le lot d'utilisateurs qu'on prendrait? Parce que Netflix, il y a énormément d'utilisateurs. Comment on fait une décision sur un pré-tri, ou est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on fait pour se dire on prend ce lot d'utilisateurs pour recommander? Est-ce qu'on passe par la première méthode, par exemple, ou justement, tu parles de la quantité qu'il faut au moins pour que ça marche bien? Ouais, pour faire le... Par exemple, justement, le deuxième type de filtrage, donc le collaboratif, lui va se servir des préférences des utilisateurs similaires, et s'il n'y a pas énormément d'utilisateurs à la base, ça va être compliqué de fournir une recommandation précise et pertinente. C'est pour ça que justement c'est compensé par le premier type de filtrage, qui n'a pas besoin d'énormément d'utilisateurs. À la base, c'est vraiment basé sur le contenu. Donc l'utilisateur qui va être connecté va aimer ce genre de film et va lui proposer justement les films en question. Et du coup, si tu n'as pas beaucoup d'utilisateurs, va plutôt partir sur le premier type de filtrage qui va être plus important. Et après, vu que ça, justement, ça va créer de la donnée au fur et à mesure, on va pouvoir être beaucoup plus précis avec les deux types de filtrage combinés. Et justement, quand tu as énormément d'utilisateurs, est-ce que tu fais directement la deuxième façon? Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi les ratios, les poids des deux types de filtrage. Mais là, je vous en présentais que deux, je crois qu'il y en a d'autres. Mais ils vont surtout utiliser la deuxième s'il y a énormément d'utilisateurs. Il y a aussi il peut avoir énormément d'utilisateurs, mais pas énormément de notes, par exemple. Donc ça aussi, ça peut être un frein pour certaines méthodes pour calculer la similarité. Donc ça peut fausser, ça peut faire ce qu'on appelle des biais. Et du coup, on va plutôt utiliser la première à ce moment-là. Mais après, c'est pas très grave le biais, parce que ça peut être du style recommander un film qui vient de sortir. On sait pas qui. Oui, après, l'aimer. on peut personnaliser aussi la recommandation pour s'il y a des nouvelles sorties, etc. Ça, évidemment, il faut le prendre en compte aussi. Ok, top. Merci Kevin. Moi, j'ai une petite question. Bravo Kevin pour la présentation, c'était vraiment cool. Très intéressant. J'ai une petite question sur la combinaison des deux filtres. Ouais. Je me dis qu'avec le premier filtre, on peut avoir facilement une zone d'ombre. Si, par exemple, la statistique basée sur le contenu, elle est trop forte par rapport à la deuxième. Et on a le même problème avec le deuxième filtre. Est-ce que si on combine les deux, on a une zone d'ombre qu'on arrive à identifier? Ouais, c'est ça justement la force des deux, c'est qu'on peut vraiment les utiliser en modèle hybride pour bénéficier des forces des deux, et justement compenser la limite de chacun. Est-ce que les sont deux très limites complémentaires de chacun, ensemble, ça crée pas une plus grosse limite encore? Non, parce que justement, ça va vraiment être complémentaire. Ça va pas se chevaucher et dire. Ça peut pas creuser un fossé. C'est ça va pas creuser un fossé. Ça va vraiment être les forces des deux qui vont être combinées. D'accord. Merci. Merci Kevin. Alors, on a une question à gauche. Et juste avant, donc on n'a pas de question en ligne, mais Mathias qui te dit merci et bravo pour la présentation. Et Thibaut qui n'a pas de question non plus et qui a trouvé ça super intéressant. Merci. Merci. Et oui, bravo, super intéressant. Et petite question, j'ai l'impression que Netflix ou ce type de plateforme utilise beaucoup d'interactions internes. Ouais. Je me demandais, est-ce que c'est déjà le cas, ou est-ce que c'est envisagé de pouvoir enrichir les modèles avec des informations externes? Parce que par exemple, sur Netflix, on a beaucoup pouce levé ou pouce, ce qui n'est pas très fin. Or, des personnes ont par exemple des comptes sur IMDb ou sur Sens Critique et vont beaucoup plus aller loin dans la notation, en notant vraiment de 0 à 10, en mettant des commentaires. Est-ce qu'on pourrait imaginer que sur ces algorithmes de recommandation, on va vraiment piocher des données externes pour pouvoir les enrichir? Alors je sais pas à l'heure actuelle s'il y a des partenariats qui sont faits justement entre les différentes plateformes par exemple de notation comme IMDb et Netflix. Aussi, il faut pouvoir savoir quel utilisateur a noté aussi. C'est un peu compliqué, je pense. Je me dis avec des logins, tu vois, avec des noms. Est-ce qu'on pourrait, comme tu as une adresse email pour te connecter à Netflix, et sans parler de partenariat, je me dis si c'est des données qui sont comme ça accessibles en ligne, est-ce que peut-être c'est des choses sur lesquelles réfléchissent personnellement, je sais pas exactement s'ils le font, mais je pense que c'est compliqué à mettre en œuvre quand même de récupérer comme
des données où tu sais pas si l'utilisateur qui a noté, c'est le même utilisateur sur la plateforme. Mais oui, les pouces, c'est justement les pouces sur Netflix. C'est là où on peut voir en fait le recommandé à 98%. Je sais pas si vous avez déjà vu sur Netflix. Donc ça, justement, c'est calculé par rapport aux utilisateurs qui ont vu ce film-là. Et du coup, une combinaison des deux types de filtrage. Mais je sais pas, je pense pas que ça soit... bon, pour moi, je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça. Sauf si la plateforme appartient à Netflix. Et là, du coup, ils ont des liens de login, etc. Mais avec une plateforme externe, je pense pas. Merci. Hello, merci pour la présentation. C'était clair et bien expliqué. Mais du coup, au niveau des maths que tu nous as présenté, donc si je comprends bien, en fait, c'est assez facile de manipuler les algorithmes. En fait. Typiquement, si je reprends ton mot-clé action, je poste une vidéo de petit chat, je mets des mots-clés action et je prends 100 bots, 100 user bots qui vont liker la vidéo. Les gens qui veulent regarder des films d'action, ils vont se retrouver avec ma vidéo de petit chat. C'est comme ça que ça marche, les tags, justement, dans les posts des réseaux sociaux. C'est pour le référencement, justement, c'est pour justement caresser dans le sens du poil l'algorithme pour qu'il soit référencé plus, quoi. Et du coup, est-ce que tu as des outils algorithmiques ou mathématiques, au-delà d'élaguer les utilisateurs ou de repérer des bots? Est-ce que tu as des moyens au niveau du code pour gérer ces cas-là? Pour les types d'algorithmes, tu veux dire? Est-ce que tu peux, dans ta matrice, tu as des outils qui te permettent automatiquement de détecter des utilisateurs incohérents, par exemple, des mots-clés qui sont pas sur le bon vidéo? Alors, je ne suis pas penché justement sur ce détail. Alors là, j'ai pas parlé justement d'IA dans le domaine des recommandations, mais maintenant, c'est bien utilisé justement des modèles entraînés pour ce genre de choses. Je pense que maintenant, aujourd'hui, on peut avoir des algorithmes qui fait ça justement, avec des modèles IA. Parce que justement, il y a énormément de trafic généré par des bots. Et j'ai une deuxième question. J'ai souvent eu des développeurs qui m'ont fait en tant que personne qui fait de l'infra, des développeurs Python qui m'ont fait des cadeaux empoisonnés avec Panda et NumPy. C'est-à-dire qu'ils me filaient des images Docker de 10 gigas impossibles à déployer. Est-ce que tu as déjà déployé du coup des modèles en utilisant ces librairies et est-ce que tu es déjà tombé sur des problèmes de performance, de taille d'image, etc. et comment tu as pu les gérer? Justement, chez Manos, on a des soucis de performance par rapport justement à la librairie Pandas, qui en fait c'est hyper puissant. Derrière, on peut manipuler la donnée vraiment très facilement, mais ça a un coût de performance derrière. Et par exemple, un fichier de 1 giga brut, si on le convertit en data frame, ça fait x6 quoi, en termes de volume de données. Et quand tu es limité en termes de performance, oui, ça peut beaucoup jouer. Après, il y a des optimisations à faire. Je crois qu'il y a des alternatives aussi à Pandas qui émergent justement à cause de ces soucis de performance. Il y a pas mal d'optimisation à faire, ouais. Ok. Je suis d'accord. Mais oui, ça existe bel et bien, les problèmes de performance avec ces librairies. Merci. Merci pour vos questions. Merci Kevin. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres questions en ligne et pas d'autres questions dans la salle. Ah si, on en a une. Alors, je vais te poser une question un peu piège. Parce qu'en fait, notamment dans plein d'applications, en ce moment, on a de plus en plus la question autorisez-vous les cookies ou utilisez mes droits, etc. Et donc, si la personne n'autorise pas à traiter ces données, comment tu t'en sors avec ces algorithmes de recommandation? Souvent, on utilise des notations voulues par la personne. Par exemple, les j'aime sur YouTube, par exemple. Sur Netflix, tu as aussi les j'aime. C'est pas forcément via les cookies qu'on va justement récupérer de la donnée pour traiter justement les recommandations. Alors, ça peut arriver pour certaines plateformes,
Donc les clics, je ne sais pas si c'est envoyé directement, sûrement. Mais oui, je pense que si tu acceptes les cookies, forcément, il y a des données qui vont être utilisées pour des recommandations. Mais ce n'est pas le principal pour enrichir tout le modèle. D'accord, merci. Ok, je pense que maintenant, on n'a vraiment plus de questions. On va pouvoir clôturer ces conférences en ligne. Merci Kevin, merci Lisa. Merci à tous. J'espère que ça vous aura plu.